tous les jours en été, enfin toute la saison qui sont au pâturage pendant 4 mois à peu près. Je leur déplace le fil, peut-être pas, si c'est pas tous les jours, c'est pas loin. Elles ont un régime plutôt diversifié. C'est sûr qu'on n'est pas dans les champs les plus ultra productifs basés sur la notice de c'est quoi l'herbe la plus productive. Mais elles ont un bon régime varié, ce qui je pense peut être juste bon pour elles. Ma ferme s'appelle la ferme Percé Nature. C'est des bovins de boucherie. Donc c'est des vaches qui donnent des veaux que je garde jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour être abattus. Et là, je commercialise la viande. C'est l'activité qui occupe le plus de place. C'est pas forcément l'activité qui génère le plus de revenus globalement ou qui occupe le plus de monde. Mais si on considère tous les champs, il y a beaucoup d'herbage. C'est un métier qui est quand même demandant. Puis la valorisation dans les systèmes conventionnels est pas très forte au niveau financier. Maintenant que les affaires sont très concentré, globalisé, quand on occupe juste un secteur comme produire des veaux et les vendre vivants pour qu'ils soient engraissés ailleurs, ça rapporte pas beaucoup à moins d'avoir des grosses fermes. Puis ici, c'est pas évident d'avoir des très grosses fermes. Moi, en travaillant sur l'agroforesterie avec des producteurs et notamment des éleveurs, je voyais quand même ce potentiel, je voyais ce territoire et je voyais que oui, associer des arbres et des cultures, c'est génial, mais encore faut-il qu'il y ait des gens pour valoriser l'espace agricole. Et l'élevage, à mon avis, reste un super moyen de valoriser cet espace. On n'est pas dans des champs qui se prêtent tous à faire des céréales ou quoi, et il y a beaucoup d'espace. Et les vaches ou d'autres ruminants, c'est les champions pour valoriser de l'herbe et la transformer en un produit intéressant pour nous, quoi. Si vous rentrez en production animale, notamment par exemple des bovins, que ce soit pour le lait ou pour la viande, là on parle de surface beaucoup plus grande. Je ne sais pas si vous le savez, mais au Québec, à peu près la moitié des superficies agricoles, si je ne dis pas de bêtises, c'est des fourrages pour nourrir nos animaux d'abord. Parce que donc ça prend des dimensions de ferme beaucoup plus importantes et on n'a pas toujours les territoires adaptés pour ça. On peut expliquer pourquoi, entre autres en Côte-de-Gaspé, on a relativement peu d'élevage. Donc c'est des contraintes importantes en termes d'immobilisation, en termes de surface, en termes de culture. Actuellement, la question du fourrage est un problème parce que même en Gaspésie, on commence à souffrir de sécheresse. On parlait du climat. Donc il y a tous ces éléments-là. Donc ça fait que c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe peut-être et un petit peu moins facile à développer avec un retour sur investissement encore plus long que sur le maraîchage. Pour moi, le premier avantage, il est dans le cadre de vie parce que c'est un lieu tripant, pour pas dire magique, parce que c'est un terrain de jeu. Puis ce qui m'a attiré ici, c'est la mer, la montagne, de la possibilité de faire une descente en ski, d'arriver quasiment à la plage, de pouvoir surfer en été, de pouvoir avoir la canne à pêche et d'aller pêcher la truite. Voilà, donc ça c'est comme un avantage de vie. Les enfants sont une école super cool à Cap d'Espoir avec des bons profs. Les clés sont toujours sur la voiture, on n'a pas besoin de barrer les portes. Enfin, les avantages de la Gaspésie sont indéniables. Et après, en termes d'élevage, c'est vrai qu'on a un accès aux terres qui est quand même beaucoup plus facile par rapport au reste du Québec et à bien des endroits dans notre monde, disons, occidental. La plupart des terrains que j'exploite, en fait, c'est des ententes avec des propriétaires qui sont contents qu'il se passe quelque chose chez eux, qui sont contents que la terre soit entretenue. Moi, ce que je fais, c'est que je garde, une fois que les veaux sont sevrés, c'est-à-dire qu'ils sont plus à boire du lait, et je les garde quand même encore plusieurs mois. Donc, au lieu de les vendre entre, disons, 6 et 9 mois, moi, j'essaye de les garder entre au minimum 14, mais idéalement 18 mois, voire un peu plus au total, pour faire une finition qui n'est pas aussi intense que ce qui se fait dans les fermes d'engraissement, où les animaux sont nourris finalement maïs, grains, maïs ensilage, puis autres grains. Donc c'est une alimentation super énergétique, mais aussi super énergivore. Et moi, je fais plus une finition à l'herbe, et là, je commercialise ma viande en vente directe. Moi, ici, quand je suis arrivée, je cherchais des poules, je cherchais des œufs de poules en liberté, des œufs de poules qui se promènent, puis qu'ils montent dans les arbres, puis qui ont une forêt tropicale, puis ils ont de quoi aller se promener, puis à manger de plein de choses. Puis j'en ai pas trouvé. Je trouvais pas d'œufs bio non plus. C'est loin de la Gaspésie, il n'y a pas d'œufs bio dans les épiceries. Donc, je me suis dit, cette année, j'ai des poules. Cette année, je vais avoir mes poules, comme ça, j'ai mes œufs.
Puis, je leur donne toute la liberté. J'ai acheté un trailer, on a construit un poulailler sur un trailer. Puis, une fois qu'ils ont tous mangé leur forêt tropicale, une fois qu'ils ont tous mangé leur forêt, on les change de place puis on leur en donne un autre. On veut vraiment des poules heureuses, là. C'est sûr qu'une poule de même, ça me donne moins d'œufs qu'une poule qui est enfermée puis qui bouge pas, là. Ça rentre pas dans ma conscience d'avoir des poules enfermées, là. Fait que je préfère la qualité sur la quantité. Hein, mes cocottes? Ça, ils bougent beaucoup, ils se promènent, donc ils prennent beaucoup d'énergie à se promener, puis fait qu'ils en donnent moins pour les œufs, mais c'est correct, là. C'est pas l'objectif, c'est vraiment l'autosuffisance, là. C'est vraiment d'être capable de me nourrir, puis de permettre l'achat local aussi aux autres, là. Si moi, j'en ai cherché, il y en a d'autres aussi qui cherchent, là. Je suis pas tout seul, là, à avoir cette idée-là. Moi, j'ai la chance et l'opportunité d'avoir un terrain, de travailler sur une ferme et de pouvoir le faire. Il faut que je partage cette opportunité-là à d'autres, là. J'ai réussi à trouver une place où il y a de la nourriture plus environnementale, plus écologique, plus naturelle aussi, là. Parce que c'est la nourriture que tout le monde te vend, là. Écoute, les poules, ils commençaient à donner des œufs, puis il y avait des œufs de canne là-dedans. Fait que, hey, c'est gros, là. Fait que c'est boosté, cette bouffe-là, là. Mais trouve autre chose en Gaspésie, là. T'sais, mais là, j'ai trouvé une place à Rivière-au-Renard. Fait qu'il faut que j'aille jusqu'à Rivière-au-Renard aller me chercher de la bouffe qui a de l'allure. Je pourrais très bien leur donner la nourriture qu'ils vendent ici à tout le monde, là, puis qui est super boostée, là. Puis, hey, j'ai des gros œufs, je suis contente. Hey, ça sent pauvre petite à sortir des gros œufs. Puis c'est pas normal d'avoir des gros œufs avec deux jaunes. Pourquoi qu'elle a ça? C'est parce qu'il y a ben trop de boost là-dedans. Là. C'est quasiment des stéroïdes là, qu'il y a là-dedans. Là. Je le sais pas, là, mais je suis comme, bon, non, on coupe ça. Là. On coupe ça. Moi, je donne du naturel. C'est du temps, mais c'est ça. Il faut aller vers ça. Ça fait partie de la décroissance aussi. Ça fait partie de dire, bon, mais gars, c'est quoi que je veux comme planète? Tu sais, c'est quoi qu'on veut pour le futur? Tu sais, toute une gang de stéroïdes partout, ou on veut de quoi de naturel? 99 poules, si vous voulez vivre uniquement de la production d'œufs, ça va être court. On est bien d'accord. Mais si vous le voyez comme un sideline, que c'est un complément, par exemple, d'une production de légumes ou de petits fruits ou d'une autre job, c'est encore autre chose. Donc, encore une fois, on est dans la question du modèle. Il y a des gens qui ont le goût d'avoir développé des fermettes, donc en dehors des poules pour les œufs, ils font ce qu'on appelle des coques à chair, des petits poulaillers, où ils ont quelques lapins, quelques dindes, etc. Il y a des vendeurs locaux qui sont en fait des représentants d'une entreprise qui fait le tour de la Gaspésie, qui les distribue au prix coûtant aux gens qui veulent développer des fermettes. Mais effectivement, il n'y a pas un gros marché. C'est surtout que c'est difficile parce que là aussi, on tombe dans les normes. Hein, si vous voulez vendre votre volaille, il faut passer par des abattoirs, etc. Ou alors, il faut trouver des formules mixtes, c'est-à-dire que les animaux appartiennent aux mangeurs et non pas aux producteurs. Et donc là, vous achetez pas votre viande, vous rétribuez le producteur. Vous le rétribuez pour un service qui est de nourrir vos animaux. Ils vous appartiennent. Mais bon, c'est plus complexe. C'est toujours plus complexe avec la viande pour des raisons de normes sanitaires. Hein, et puis, personne n'a envie d'être empoisonné. Donc, il faut faire attention à ça. Quels sont les problèmes sanitaires liés à l'alimentation? La mondialisation, les excès de sucre, la consommation effrénée de sucre liquide, les aliments transformés dans lesquels vous avez 30 ou 40 produits dont à peine le quart sont des vrais aliments et le reste sont des produits chimiques. Il est là le problème sanitaire, c'est lui qui tue, c'est lui qui fait du mal. Alors, qu'il y ait une explosion de l'hystériose ou un Escherichia coli une fois de temps en temps et qu'on peut comptabiliser en gros une dizaine de morts par an à l'échelle de l'Amérique du Nord, et encore je suis même pas sûr qu'on atteigne ce chiffre-là lié à ce genre de problème-là, c'est dérisoire. C'est dérisoire, donc je crois qu'il faut qu'on remette les pieds sur terre et qu'on s'attaque aux vrais problèmes. Le problème, c'est la malbouffe, le problème, c'est l'éducation désastreuse au niveau de l'alimentation. Le problème, il est là. Si je prends la question des abattoirs, par exemple, on n'arrive pas à avoir d'abattoir régional chez nous, mais ailleurs sur Terre, en France, aux États-Unis ou dans d'autres provinces, on peut avoir des abattoirs à la ferme ou des abattoirs locaux. Donc ça veut dire qu'on est capable de réduire les exigences, pas forcément les normes de santé, c'est important, la population a le droit d'avoir une alimentation garantie, que ce soit d'un gros abattoir ou d'un petit, mais on a quand même des possibilités. Donc je crois que toutes ces normes-là ont été faites pour protéger le consommateur et très souvent aussi pour protéger le producteur. Elles ont été faites dans l'idée de renforcer notre agriculture. Mais c'est comme toutes les normes, à un moment donné, les outils deviennent obsolètes. Il faut avoir le courage de le reconnaître et de les changer à ce moment-là.
au niveau des abattoirs, j'ai pas de quoi me plaindre parce que je trouve qu'on est bien desservi. Le vrai problème que je vois, donc pour nous l'abattoir, pour moi c'est situé à Lusseville, à côté de Rimouski, et le seul vrai problème que je vois, c'est que pour les animaux, c'est comme quasiment une journée de route. Donc on donne les meilleures conditions possibles aux animaux pour qu'ils soient heureux, si on peut le dire comme ça. Et ce jour-là, c'est un jour pas cool pour les animaux, et ça, j'aime pas ça. Je préférerais bien les abattre au champ une belle journée. Mais après ça, en termes de service rendu, d'accessibilité, de coût, ça se passe très très bien. Donc pour moi, c'est pas un problème. Le seul vrai problème, c'est de devoir faire endurer aux animaux un jour de transport stressant. De façon générale, l'abattage, c'est pas quelque chose qui est rentable. Ce qui est rentable, c'est la transformation des viandes qui suivent. Et c'est quand même... et c'est coûteux, un abattoir. On sait qu'il y a de l'intérêt pour l'abattage, plus à petite échelle, et que présentement, les normes qu'on a ne permettent pas ce genre de choses-là. Projet pilote, en fait, qui est en cours, que les données vont être prises cet automne, l'automne 2020, pour documenter un abattage à la ferme de volailles. Donc, finalement, il va y avoir un abattage à la ferme. Il va y avoir des personnes du MAPAC, mais plus du côté inspection des aliments, sécurité des aliments, qui va suivre ça, qui va le documenter. Et présentement, il y a une révision qui est en cours des normes qui touchent l'abattage. Fait que dépendamment des résultats de ce projet pilote-là, ça pourrait faire partie, en tout cas certainement, de l'évaluation, de la révision des normes qui sont présentement, qui existent au niveau de l'abattage. Les abattoirs mobiles, ça a déjà été testé dans certaines régions du Québec. Ça s'est pas avéré comme étant intéressant finalement, parce que je pense que beaucoup ont pensé à des abattoirs mobiles, mais ils se retrouvent quand même dans les règles qui fait qu'il faut quand même que tu ailles au niveau de l'environnement, faut que tu saches ce que tu fais avec tes rejets. Si ton abattoir mobile, avec les règles que l'on a au Québec, se promène, ça demande des postes d'arrêt, tu sais. Fait que finalement, ça s'est pas avéré intéressant, jusqu'à maintenant comme formule. Fait que, donc, c'est pas quelque chose qui va être retenu, qui a été retenu à ce moment-ci avec les normes qui existent. Disons que de manière générale, j'ai le sentiment qu'une partie des normes qui sont imposées à tous ont été bâties pour des grosses entreprises, et qu'on fait peser le même poids à tout le monde, et donc qu'on manque de souplesse. On est un peu trop de mur à mur. Non, je peux pas l'étayer précisément, mais je trouve difficile à accepter l'idée qu'on ne puisse pas avoir d'abattoir en région, et que même on ait pu avoir des menaces sur celui de Lusseville à Rimouski, où là ça nous rendrait encore plus dépendants du sud du Québec, voire des États-Unis, ça deviendrait démentiel. Il y a des abattoirs qui se développent, qui deviennent des véritables monopoles. Donc je pense effectivement qu'il y aurait lieu de revoir le fonctionnement de toutes ces institutions-là, de toutes ces normes, pour essayer de travailler à rendre les choses possibles au niveau local. Il faut jamais oublier une chose, c'est que les normes, ce sont des outils qu'on se donne. Ce ne sont pas nos dieux, nos maîtres, ce sont des outils qu'on se donne. Quand l'outil n'est pas adapté aux besoins de l'humain, bon sang, transformons-la. Il faut la transformer, cette norme.